14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors vous l'avez certainement remarqué, on a tendance à choisir toujours un peu les mêmes amis, les mêmes partenaires. Et c'est normal parce que nos choix sont dictés par nos vécus, par nos croyances. Alors tout va bien quand on a suffisamment confiance en soi et qu'on se considère suffisamment aimable, ce qui est généralement le cas si nos parents nous ont aimés et rassurés sur nos compétences. Malheureusement, c'est jamais totalement ça, et donc nous avons cette petite voix intérieure qui nous sabote, et ce saboteur nous fait choisir des personnes qui ne nous conviennent pas forcément, ou en tout cas qui peuvent à un moment donné être toxiques pour nous, et du coup on ne choisit pas une belle personne. Christophe Médicis fait des stages régulièrement pour vous aider à saboter votre saboteur, et durant ces 2 heures, grâce à lui, vous pourrez peut-être avancer un peu dans ce sens. Donc si vous désirez faire taire ces petites voix qui vous disent que vous ne valez pas grand-chose, que vous n'êtes pas aimable, c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte avec votre question au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Christophe Médicis. Oui, vous faites beaucoup de stages, vous avez formé déjà beaucoup de gens à la haute qualité relationnelle, et le prochain, ce sera d'ailleurs à Toulouse, le 24, 25, 26 janvier, c'est bien ça ? C'est un week-end, 24 et 25, c'est 2 jours. Bonjour Brigitte. Pourquoi vous... Ah oui, parce que vous m'avez mis janvier 26, pardon. Oui. 2026. Oui. C'est ça, je me disais, mais ça va pas, là. Non, le 24 et le 25 janvier 2026. Voilà. On sera en 2026. Et ça, c'est peut-être important parce que je sais qu'on nous écoute de plus en plus à Paris et en région parisienne. Également le 17 et le 18 janvier à Paris, un stage pour justement gagner en estime de soi, en confiance en soi, et donc cesser de se saboter. J'avais envie qu'on aborde cette question sur le domaine amoureux, parce que c'est vrai, j'entends beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui sont avec des personnes qui sont toxiques, qui donc elles mériteraient mieux, ces personnes. Pourquoi justement on s'écoute pas et on laisse ce petit saboteur nous dire tu vaux pas mieux, contente-toi accepte d'être critiqué. Déjà, Brigitte, vous avez tout à fait raison de parler du problème de l'estime de soi. Vous savez, on fait, et tous les gens qui nous écoutent, et moi le premier, on est parfois tombé sur une rencontre inopportune. Malheureusement, c'est mauvaise pioche. Et l'espèce humaine a cette problématique, c'est quand même assez dingue, mais c'est comme ça que ça marche, l'animal humain, qu'on peut à la fois tomber fortement et profondément et authentiquement amoureux de quelqu'un, et vivre avec cette même personne une relation toxique parce que cette personne sabote la relation. C'est cette cruelle ambivalence qu'a l'espèce humaine. Alors Dieu bénisse, c'est pas toujours le cas. On peut aussi aimer quelqu'un et avec qui on est bien. Alors pourquoi ? Effectivement, vous savez que j'ai écrit ce livre, Libérer votre cerveau de son saboteur. Pour moi, c'est notre pire ennemi. Il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, notre saboteur, il n'est pas à l'extérieur de nous. Il est entre nos 2 oreilles. C'est une subpersonnalité. Il nous empêche de vivre. Il nous empêche d'oser. Il nous empêche d'essayer. Il nous fait rater presque. Vous avez dit quelque chose de très juste lors de l'introduction, Brigitte. Parfois, vous avez des gens... J'avais une stagiaire la semaine dernière qui s'appelait Elsa. Elle est tombée, d'ailleurs on fait cette émission 2-3 jours après la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, c'était mardi dernier, 39-19, faites-le. Mais je lui demandais, elle est tombée sur un homme qui la tapait, vraiment c'était haut au niveau de la toxicité, vraiment son saboteur, il était très fort, elle est restée longtemps, et je lui demandais pourquoi t'es resté longtemps, et elle me disait mais Christophe je l'aimais. C'est terrible de dire ça, qu'elle l'aimait alors qu'elle aimait son cogneur, on est d'accord. Et puis... Mais d'ailleurs c'est pas ça, elle ne l'aimait pas, elle aimait une histoire qui lui rappelait sa propre enfance. Qui la sabotait déjà quand elle était petite, Brigitte, quand son saboteur, parce que le saboteur, il n'est pas ex nihilo, il vient pas du ciel, il vient des problématiques qu'on a eues dans les premières années de sa vie, de ce qui s'est joué là, et vous le savez mieux que tout le monde, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, mais moi, ma question, c'est toujours de se dire, comment vais-je pouvoir aider une personne comme ça, qui a un saboteur très puissant, à ne pas
Alors, heureusement, Elsa, elle a arrêté, elle est libre maintenant, elle s'est libérée, à ne pas reproduire. C'est bien ça que vont nous demander certainement les auditeurs. Comment vais-je faire pour ne pas reproduire? Vous connaissez cette expression, il y a un fou, il est pour moi. Ah, il y a un con, il est pour moi. Il y a un tueur, il est pour moi. Enfin, je veux dire, les gens ont l'impression d'être dans ce que Jean Cotreau appelle la répétition des scénarios de vie. Et ils n'arrêtent pas cet enchaînement un peu comme Sisyphe qui pousse sa pierre, elle tombe, il la repousse, elle remonte, elle tombe, elle remonte. Et ça c'est la vraie question. Trouver enfin quelqu'un de bien pour soi, pas forcément quelqu'un de mirobolant, mais bien pour soi, qui nous rende heureux. Et ça, je le pense que c'est possible. Alors la première chose, c'est déjà de se rendre compte qu'on répète. C'est-à-dire que on peut tous à un moment donné tomber sur un mauvais partenaire. Ça peut tous nous arriver. Si ça dure pas très longtemps, c'est pas grave. Mais quand ça fait plusieurs fois qu'on retombe sur un mauvais partenaire, c'est là où il faut vraiment se poser la question. Il faut vraiment se poser la question. Et forcément, on a un saboteur. On a un saboteur. Et deuxièmement, vous revenez sur ce que vous disiez au tout début d'émission. On a observé et analysé, nous, les coachs formateurs et les psychosociologues, que plus l'estime de soi de quelqu'un est basse, plus la confiance en soi de quelqu'un est basse, plus cette personne a du mal à quitter une relation toxique. Parce que l'estime de soi est basse. Et il y a l'idée, je mérite pas mieux. T'as au moins ça. Vous voyez ? Alors, il y a une autre chose qui est peut-être plus psychologique, mais qui est importante aussi à comprendre, c'est que on va choisir ce qu'on a connu. C'est-à-dire que quand on a eu des parents toxiques, on va choisir des partenaires toxiques. Alors, pourquoi ? On pourrait croire que c'est simplement parce que c'est notre vécu et donc on aime ce qu'on a connu. Il y a une théorie que je trouve intéressante, qui est d'ailleurs très très bien expliquée quand Jean-Charles Bouchou est avec nous. On choisit ces personnes-là pour pouvoir guérir nos blessures d'enfance, pour pouvoir enfin se positionner et dire non, pour enfin ne plus accepter ce qui nous a fait du mal. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc il faut avoir cette indulgence vis-à-vis de soi-même et se dire, ok, j'ai répété ça, j'ai eu 3 partenaires toxiques, mais maintenant, grâce à ces 3 partenaires, j'ai appris à me respecter. Quand bien même on utilise ça comme une épreuve à travailler. Voilà. Et qu'on en fait quelque chose. Bien sûr, et c'est la fameuse phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais voilà, il y en a, ils vont répéter la 4e fois. Parce que les 3 premières n'auront pas suffi, Brigitte. Donc là, il faut vraiment qu'ils aillent faire un stage avec vous. C'est qu'ils viennent faire des stages à la haute qualité relationnelle, parce que le travail sur le saboteur, Brigitte, il est quand même aussi de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner comme clé, nous deux aussi, pendant cette émission, pendant 2 heures, parce que les gens sont en demande. En demande de quoi ? Vous avez parlé de la conscientisation, qui est la première démarche, mais on demande aussi d'un accompagnement. À un moment donné, tout seul dans son coin, c'est pas simple. On a besoin d'être accompagné. Vous accompagnez depuis plus de 20 ans les gens. Nous, les formateurs, on les accompagne aussi. Et ils en ont besoin, Brigitte. Ils en ont besoin, vraiment. Ça leur fait du bien. Dans une époque qui va si mal, dans une époque qui en plus met vraiment les gens encore plus au niveau de l'inconscient collectif, dans quelque chose où ils se disent mais dans quoi on est embarqué, des gens comme vous, des gens comme nous on essaie d'être dans la psychologie positive, de les dire non attends, dans ta vie privée, essaie d'en faire un moment de bonheur quand même. Et chaque matin, moi les gens je leur dis je me lève de bonheur, en un mot. Pas forcément de bonheur, mais c'est-à-dire chaque matin je me dis, au fond, Brigitte, on est en train de se dire que les amours sont intéressantes, on en parlait parfois même en off ensemble, que si elles nous rendent heureux et épanouis et qu'elles nous font du bien et qu'elles nous rendent la vie meilleure. On est d'accord, c'est bien ça l'idée. Mais quel est le TEDx le plus écouté depuis 30 ans ? C'est le TEDx de Robert Waldinger, professeur à Harvard, qui a étudié depuis 50 ans avec tout son groupe de recherche qu'est-ce qui fait qu'on ait une vie épanouie. J'ai pas dit réussir sa vie, on s'en fout, ça veut rien dire. Une vie épanouie, I ou IE. Eh bien, au bout de 50 ans, étude longitudinale de plusieurs équipes, il dit c'est la qualité des relations qu'on aura su nouer dans sa vie. C'est tout. Et vraiment, j'aimerais bien savoir ce que nos auditeurs vont nous en dire de ça, Brigitte. On va voir. Mais ouais. Est-ce que finalement, la première chose importante, c'est déjà d'avoir une bonne qualité relationnelle avec soi-même ? Évidemment. Et c'est là où on en vient évidemment à ce saboteur. Parce que si dès le matin, on se lève, on se regarde dans la glace, on se dit « Oh là là, j'ai pas une belle gueule. » Et si ensuite, une fois qu'on est au travail, on dit « Oh bah, de toute façon, je vais pas y arriver. » Enfin, on voit bien là que le saboteur prend toute la place. Et Jerry et Astérix, ils disaient toujours, chaque jour, parce que la vie finalement c'est pas long, c'est court, chaque jour, quelle histoire tu te racontes ?
Quelle histoire! Et si tu te racontes une histoire qui te met en bas, justement, l'histoire du saboteur, qui te dit, oh, t'es nul, t'es moche, t'es pas beau, ta vie est ratée. Choup, inverse la chose. Tu peux tout à fait, tu as le choix de te raconter une autre histoire. Une histoire beaucoup plus positive. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais les gens, ils devraient le comprendre, ça. Tu peux te raconter une autre histoire. Ça commence par ça. Et peut-être, moi, c'est le premier conseil que je pourrais donner, et on va essayer d'en donner quelques-uns durant ces 2 heures, Christophe Médicis. Peut-être le soir, avant de s'endormir, parce que j'aime bien qu'il faut pas toujours partir sur quelque chose de positif avant de s'endormir, parce que notre cerveau travaille la nuit, et autant lui donner du grain à moudre positif. Se dire, avant de s'endormir, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été bien pour moi aujourd'hui? Et ça, c'est peut-être déjà une première clé qu'on peut donner. Et puis on pourrait rajouter une seconde clé, ça on met ça dans son journal d'écologie relationnelle, on rajoute, vous rappelez mon livre que j'ai eu cette chance d'écrire dans votre... Merci mon amour, on met un petit rituel de gratitude. Merci pour moi je dirais merci pour l'émission que j'ai faite avec mon amie Brigitte Lahaye aujourd'hui. Pourquoi je remercie aujourd'hui? Et en quoi ai-je été actrice et acteur de ce qui m'est arrivé? Je dis merci, mais j'étais là. Je suis actrice, je suis co-acteur. Et ce petit carnet-là, Brigitte, toutes les études de psychologie positive disent qu'au bout de 30 jours, ça vaut un antidépresseur. C'est comme ça qu'on se raconte. Et vous avez tout à fait raison de dire que comme le cerveau entre en monde alpha, eh ben la nuit va être meilleure. La nuit va être meilleure. Et on se réveille le matin, on est déjà meilleur que la veille. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, on va donner la parole à Aurélie dans un instant, qui sort d'une relation qui lui a beaucoup coûté, et elle n'avait pas écouté son entourage. Et ça, c'est intéressant, parce que pourquoi on n'écoute pas son entourage? Elle nous dit ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, et notamment Libérer votre cerveau de son saboteur aux éditions d'Angle, qui est un peu le sujet aujourd'hui. Aurélie nous rejoint, merci d'être avec nous. Aurélie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Alors justement, je trouve ça intéressant, parce que je lis donc sur mon écran. Vous avez donc vécu 4 ans avec quelqu'un. C'est une relation qui vous a beaucoup coûté, et pourtant au début, votre entourage vous avait un peu averti. Oui, dès la première année, il y avait des petits signaux. Ma mère l'avait rencontré, sauf qu'elle voyait des signaux, elle me disait qu'il y a des trucs qui la dérangeaient. Moi, j'y prenais pas compte, jusqu'à que ça commence à aller vraiment Mais mal. vous étiez tombée très très amoureuse de lui? En fait, en gros, comme vous avez dit quelque chose, c'est pas par hasard qu'on tombe dans ces schémas. Dans ces schémas. Moi, à l'inverse, j'avais mes parents qui étaient dans une relation toxique. Ils ont toujours été ensemble. Et mon père est mort il y a 4 ans. Et en fait, 4 mois après, c'est là que j'ai rencontré du coup mon ex toxique. Sauf qu'à l'inverse, j'ai été en haute estime de moi, très confiance en moi. On me dira oui, mais ton père était mort. Mais à ce moment-là, je suis quand même au contraire en mode top du top, etc. Parce qu'il faut renaître. D'accord, donc là on comprend bien, c'est-à-dire que quand votre père est mort, forcément c'est un deuil difficile, hein, la mort de son père, c'est pas rien, et pour éviter de souffrir, hein, et d'être triste et d'être malheureuse, vous avez choisi tout de suite un homme qui quelque part certainement avait un petit peu l'image. En plus. Oui, enfin Il là, n'y a pas de hasard, Aurélie. Le hasard en amour. En amour, non. Non, en amour, il n'y a pas de hasard. Le truc qui est trop bizarre, c'est que en fait, quand je l'ai rencontré, c'était dans une soirée, et en fait, c'était pas du tout mon choix. C'était pas personnellement, physiquement, et en fait, il m'a écrit, je lui répondais pas, il m'écrivait, etc. Des fois, je répondais, et c'est au bout d'un mois, je m'ennuyais, je me suis dit bon, je m'ennuie, j'accepte de le voir. Je l'ai vu une fois, et en fait, en le voyant une fois, il y a pourtant avec du recul, maintenant je me dis, mais dès le premier jour, j'ai eu un red flag, et pourtant, je ne l'ai pas pris en compte, parce qu'en fait, c'est la première fois de ma vie que je me sentais naturelle avec des hommes, parce qu'en gros, avant, j'ai jamais voulu être en couple, jusqu'à du coup mes 24 ans, parce que je voulais connaître les hommes, parce que mon père était méchant, qu'il était pervers narcissique, et était bipolaire, donc je voulais connaître les hommes avant de me poser. Et au final, MDR, première relation, bam. Oui, donc il avait bien le profil de votre père, ce que votre inconscient avait lui repéré, et donc quelque part, à travers lui, vous faisiez vivre votre père. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a senti votre fragilité quand il vous a rencontré, et il a senti qu'il pouvait avoir de l'emprise sur vous.
Ah oui, parce que moi, au début, j'étais très bête, j'étais très honnête. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui dit facilement les choses. Et du coup, je vais facilement raconter ma vie. Mais en fait, avec du recul, plus tard, il s'est servi de des choses que j'avais pu dire naturellement Bien sûr. pour le mettre contre moi, alors que ça ne le concernait pas du tout. Et au final, c'est ça qui m'a traîné durant 3 ans. Il m'a fait payer des choses durant 3 ans qui ne le concernaient pas et il n'existait pas. Et en fait, j'ai estimé avec du recul qu'en 4 ans, j'ai dû être mis à la porte peut-être 300 fois. Hein? J'ai été... 300 fois, il vous a mis à la porte, Aurélie? Ouais, je pense. Ah, mais c'est très très violent. C'est violent ce que vous avez vécu. Il était violent, va-t-on dire, sur les 4 ans, peut-être physiquement, sur 2 ou 3 journées. Et après, jusque là, du coup, en mars dernier, donc on était revenus ensemble. Il avait changé de dynamique. Au début, il était en rejet. Et là, il s'est accroché à moi, à vouloir tout le temps être avec moi. Donc au début, j'étais contente à me dire, il m'a dit oui, tu vas voir, je me suis rendu compte, durant ces 3 ans, j'étais horrible, blablabla. Je me suis dit, il s'est rendu compte, etc. Il me dit, j'espère que tu vas me pardonner. Oui, mais ça, c'est la théorie qu'on connaît bien des personnes toxiques, le chaud et le froid. Hein. C'est quand il sent qu'il vous perd, il devient à nouveau merveilleux. Vous êtes très jeune, il me semble, hein, Aurélie? Je viens d'avoir 28 ans. Oui, vous avez 28 ans. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, là, à aller faire un petit travail pour comprendre ce qui s'est passé. Ça fait des années que je fais du travail sur moi par rapport à mon père. Après, j'ai fait du travail sur moi pour faire aussi un miroir, parce que lui, vu qu'il ne voulait pas faire le travail pour lui, je faisais par miroir un travail sur lui et sur moi. Et j'ai toujours continué parce que j'en suis arrivée à faire une première tentative de suicide, puis une deuxième, puis une troisième où j'ai été... vraiment à 2 doigts de mourir. Je suis pas morte par la force comme m'a dit l'urgentiste, que j'avais une bonne étoile. Bon, quand il m'a dit ça, je me suis dit, le but c'est mourir, donc non. Et pourtant, je suis restée, parce qu'il m'avait maltraité, etc. et tout. Et pourtant, je me suis fracturé le dos, le bassin, le bras, trauma crânien. Et je suis quand même revenue vers lui. Oui, bien sûr, mais vous êtes peut-être encore sous emprise avec cet homme. C'est fini Au final, voilà. En fait, il a déménagé. Et en fait, le fait qu'il déménage, parce que du coup, il déménage bien sûr à côté de moi. Et en fait, il a déménagé. Et en fait, quand il a déménagé, il s'est repointé chez moi alors que je ne veux pas le voir. Et depuis, plus de contact. Alors qu'avant, quand on s'est séparés, on était toujours en contact. Là, il a fait différemment. Il s'est attaqué via ma meilleure amie. Du coup, j'ai directement tapé dans le dur. Donc, je pense qu'il ne reviendra pas. Et du coup, maintenant, je fais un travail sur moi. Mais c'est compliqué parce qu'au final, tout le monde m'a tourné le dos. Mes copines... ne voulait plus me voir, ma famille ne veut plus me voir, il n'y a que ma mère et après ma famille, mes oncles, etc. parce qu'on cache un peu les choses, mais j'ai une soeur jumelle et mon frère, il faut que vous vous protégiez, qu'il ne vous retrouve pas, parce que visiblement, je pense que vous avez vraiment affaire là à un vrai pervers narcissique, hein, puisqu'il arrive à vous retrouver, il arrive à faire le vide autour de vous, donc là vous avez vraiment besoin, et peut-être qu'il faut aussi, je ne sais pas si vous pouvez mettre la loi un petit peu entre vous, ça c'est quand même on la me l'a seule... déjà dit, mais pour moi ça me semble impossible. Il y a du harcèlement, hein, il y a quand même des choses qui sont... Je sais, on me l'a dit, parce que même il rentrait dans mon jardin pour venir frapper à ma fenêtre alors que j'étais alitée durant 4 mois. Et ma mère, elle m'a dit que ça continuait, elle appelait les gendarmes, et je m'en suis venue à m'énerver. Non, mais peut-être parce que je veux pas qu'on le touche, en fait. Oui, mais pourquoi vous voulez pas qu'on le touche? Je sais pas, mais j'ai pas envie que ça soit là. Il y a un côté où malgré parce tout, que je voyez, me mettre dans le cocon. Oui, bien sûr, mais là, c'est certainement l'image de votre père qui fait que vous voulez pas qu'on le touche. Il y a quelque chose vraiment, je crois que vous avez vraiment besoin de comprendre que en le gardant quelque part un peu avec vous, vous gardez un peu votre père et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. Moi, je vous conseillerais, parce que visiblement vous pouvez compter sur votre mère, je vous conseillerais de peut-être retourner vivre un peu chez votre mère. En tout cas, mais c'est ce que j'ai fait. J'étais obligée, mais suite à ça, j'étais obligée. C'est la meilleure chose que vous pouviez faire. C'est très bien que vous voyez, si vous en êtes arrivé à vous sentir obligé d'aller vivre chez votre mère, c'est vraiment que vous êtes en danger. Mais j'avais pas le choix, parce que du coup, j'étais alitée, donc j'avais pas le choix. Mais au final, ça a été les 4 mois les pires de ma vie, parce qu'au final, j'étais toute seule, j'étais à rien faire, et en fait, je devenais folle, quoi. Et même là, après ça, quand j'ai recommencé le travail, j'ai commencé à m'auto-détruire. Depuis qu'il était parti, que j'ai commencé à m'auto-détruire et à m'en prendre aux autres. Aurélie, je peux dire un petit mot à Aurélie. Bien sûr, Aurélie, vous nous touchez beaucoup, hein, déjà, je veux vous dire, émotionnellement.
Et pour autant, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez, en plus de votre maman Brigitte a raison, mais 2-3 grandes amies, des femmes qui vous aiment vraiment et qui savent reconnaître votre valeur dans vos cercles de qualité relationnelle? J'aurais dit oui avant. Maintenant, vu qu'on veut plus me voir, parce qu'il faut que j'aille mieux avant, j'ai très mal pris ça parce que je m'y attendais pas. Parce que j'estime, mais si quelqu'un est tout seul, qu'on a besoin de voir quelqu'un, qu'en plus elles savent que je le vois plus, etc. Au final, je me retrouve un peu toute seule. Du coup, je me suis embrouillée, là, il y a quelques jours, parce qu'en fait, au final, je me sens complètement seule. Alors que c'est pas ma faute. Mais vous êtes seule, Aurélie, absolument. Il a fait le vide autour de vous. C'est pas de votre faute, mais vous êtes seule. Vous êtes seule et vous êtes en danger. Et vous avez failli mourir. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience de ça et que vous preniez toute l'énergie qui vous reste, parce qu'il vous a aussi beaucoup fait de mal sur la question de l'énergie. Toute l'énergie qui vous reste, il faut que vous la preniez pour vous et pour vous sauver. Parce que justement, vous êtes une belle personne. Vous savez, les pervers narcissiques, ils n'attaquent que des belles personnes. Vous êtes une belle personne, mais vous étiez fragile parce que vous veniez de perdre votre père. Et puis, sans doute qu'il y avait une relation compliquée, mais certainement très forte avec votre père, parce que c'est votre père et que, comme toute petite fille, on a envie d'être aimé et d'être valorisé par son père. Mais je pense que votre père vous a fait beaucoup de mal, et c'est tout ça c'est tout ça en thérapie que vous pouvez. Mais il me semble que votre mère est consciente de la toxicité de votre père, et c'est pour ça qu'elle a repéré tout de suite cet homme. Donc faites confiance à votre mère. Oui, mais c'est difficile parce que ma mère maintenant elle me dit que je suis plus une victime et que du coup il faut que j'arrête de continuer à me détruire parce que je suis plus une victime. Et dans ma tête je me dis à 2 mois je suis pas réparée, donc si je me considère encore. Mais elle dit ça pour vous secouer parce qu'elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi dire. Vous savez, c'est compliqué aussi pour elle. Aurélie, je vais vous dire quelque chose de coach, de très sincère. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une victoire. Et vous savez pourquoi? Vous m'écoutez là, Aurélie? Vous m'écoutez? Parce que vous avez eu cette force et malgré tout cette intelligence de prendre du champ, de vous éloigner et de quitter cette relation. Volins-nolins. Il y a des gens qui y restent, Aurélie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà, voyez un petit peu, regardez les livres de Martin Seligman. D'accord? La force de l'optimisme, ça se trouve en poche maintenant. Il faut, et Brigitte a raison de vous le dire, vous hyper protéger et penser à vous, d'accord? Achetez La force de l'optimisme de Seligman. D'accord. En poche, Aurélie, ça va vous faire du bien. D'accord. Et puis Aurélie, vous êtes dans un tunnel, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, hein? Alors, elle met longtemps à arriver. Oui, mais plus elle va mettre longtemps à arriver, plus vous en sortirez grandie et plus forte. Bon courage. On vous embrasse. On vous embrasse fort. On fait une petite pause et je vous donne un love conseil qui va être intéressant et qui correspond bien au sujet du jour, le test des 3 mois. À partir du moment où on a bien passé ce test, on peut peut-être s'engager ensemble. On voit ça dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le love conseil. Alors, je sais qu'on ne le fait pas, ce test, et pourtant on devrait le faire, Christophe Médici, le test des 3 mois. Quand une relation dure depuis 3 mois, il y a un test qui permet de savoir si la relation est viable ou pas. La première chose, c'est déjà de voir si l'un et l'autre, vous avez largué vos amarres, c'est-à-dire les relations antérieures. Est-ce que vous n'y pensez plus? Est-ce que vous n'êtes plus en train de temps en temps d'envoyer un SMS à un de vos ex? Parce que ça, déjà, s'engager dans une relation, si on est encore avec l'ex dans la tête ou ailleurs d'ailleurs, c'est très mauvais augure. Bon, première chose. Ensuite, est-ce que vous avez envie de présenter votre nouveau partenaire à vos proches sans gêne et sans honte? Ça, c'est aussi très important. Intéressant comme seconde. Mais on voit bien que certaines ne passaient pas les 3 mois. Et si on est jeune, à nos parents. Après, on peut être fâché avec ses parents, etc. Est-ce que vous avez une facilité à communiquer sur les différents sujets de la vie? Est-ce que vous avez toujours envie de lui poser des questions sur sa vie à lui ou à elle?
Est-ce que vous avez le sentiment que l'un et l'autre dépensent la même énergie pour construire la relation? Par exemple, est-ce que c'est parfois l'un, parfois l'autre qui appelle, ou est-ce que c'est toujours le même qui propose? Ça, c'est déjà aussi un test, un truc important. Est-ce que vous avez quand même un minimum un petit projet quand même en commun, même si c'est un tout petit projet, mais au moins quelque chose que vous allez construire, faire ensemble? Et enfin, surtout, vérifiez toujours et encore que les actes sont en corrélation avec les paroles. Mieux vaut un acte positif que des grandes déclarations d'amour. S'il y a la moindre impression un peu négative, s'il y a un flou, une sensation de mal-être, si vous vous posez parfois une petite question, si vous avez rencontré un ou l'autre de ses amis qui vous fait pas vraiment confiance, ou si il n'a absolument pas d'amis, méfiance, et attendez peut-être encore 3 mois avant de vous mettre ensemble et faites le test des 6 mois, absolument. C'est important. Hein. J'aime beaucoup toutes les questions là, parce que elle coche des cases comme si on prenait des landmarks, comme on dit en éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ces cases-là, effectivement, est-il possible aussi de les partager dans ce cas-là avec le conjoint et la conjointe, ou on s'auto-teste? Non, il faut les faire pour soi, parce que si vous avez affaire à un bon manipulateur, il va vous emballer dans la farine et vous n'y verrez que du feu. C'est un test à faire soi-même, mais à faire très consciencieusement. Et je rappelle toujours que vous pouvez réécouter en podcast si vous êtes au moment où il faut faire un vrai test. Il est très pertinent, Brigitte. Absolument. Et puis, c'est le moment de jouer. Vous le savez, toute la semaine, vous pouvez gagner ce jeu de loi qui fait chauffer votre libido, ce jeu de loi de passage du désir. Donc, avec Sud Radio, eh bien, c'est maintenant qu'on joue. C'est maintenant que vous pouvez envoyer ce SMS à Brigitte 7 20 18, vous inscrire, et l'un ou l'une d'entre vous va gagner ce jeu de loi passage du désir. Bonne chance à tous. Et on retrouve Satinam. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte Lahaye, bonjour Christophe Médici. Bonjour Satinam. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes célibataire en ce moment? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ce sujet-là du saboteur intérieur m'interpelle précisément ces jours-ci. Alors merci de m'avoir sollicité pour échanger là. Eh ben, vous allez pouvoir en parler avec Christophe Médici qui vous écoute. Pourquoi justement Satinam précisément ces jours-ci? Que se passe-t-il? Alors, ça faisait presque 2 ans que j'étais sans amour et pour autant bien occupée dans ma vie. Quelque part, libre de régler certaines affaires, qui demandaient beaucoup d'énergie. Et j'ai quand même fait une demande à l'univers pour rencontrer un homme. Parce que j'aime pas être seule, moi. J'aime pas. Et pour autant, j'ai traversé ces 2 années. Quelque part, j'ai fait le deuil de relations qui n'étaient pas satisfaisantes du tout et qui m'en ont fait voir. Et peut-être qu'il me fallait un peu de repos, de répit. Et voilà que il y a un mois, pour une histoire de chantier, etc., je rencontre une personne, mais qui a 20 ans de moins que moi, 25 ans de moins. Alors je me suis posé la question, exactement là, hier, qu'est-ce qui fait que je me rapproche d'un tel personnage qui a des qualités, certes, et des défauts, et pour autant, on s'entend, je crois qu'on a des points communs très favorables. Alors pourquoi l'âge est un problème, Satinam? Si vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable avec lui? Sur certains aspects, et sur d'autres pas. Parce que il y a une nature viscérale jaillissante de sa part et un fort côté masculin. Mais alors carré. Hein. Oui. C'est un jeune homme. Hein. Il a 25 ans de moins que vous, donc il est encore dans la pulsion du jeune homme. Il a entre 30 et 35 ans, j'imagine, si je fais un petit calcul rapide. Oui, voilà. Bon, donc c'est 35, 35. Oui, donc si vous voulez, moi je crois, sincèrement, quand il y a une grande différence d'âge, moi je suis absolument pas contre qu'on vive une relation avec une grande différence d'âge. Il faut juste se dire que on va vivre quelque chose qui va être important, mais peut-être pas sur la durée. C'est-à-dire que vous allez peut-être apporter à cet homme tout ce qu'il a besoin dans la féminité rassurante, peut-être un peu maternante.
Et vous allez retrouver un homme qui va avoir une pulsion sexuelle qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir désirable et donc vous sentir plus jeune. Il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est jamais par hasard non plus qu'on choisit quelqu'un qui avec une grande différence d'âge. Et pourquoi pas, si ça nourrit quelque chose chez vous et ça nourrit quelque chose chez lui, eh bien c'est une relation très complémentaire et il faut y aller. Satina, vous parliez, on fait l'émission sur le saboteur. Vous savez, dans mon livre Libérez votre cerveau de son saboteur, je dirais que votre saboteur se réveille uniquement si vous avez une émotion négative à certains moments quand vous êtes toute seule. Vous savez, Gabriel García Márquez dit qu'on a toujours 3 vies. J'aime beaucoup cette image. On a une vie sociale, on a une vie privée et on a une vie secrète. Et qui que ce soit à ces 3 vies-là. Or, quand on vit une relation amoureuse, Brigitte vient de vous le dire, on a aussi notre vie secrète. Et c'est dans votre vie secrète peut-être que vous avez peur. Mais si Brigitte vous dit, et moi je suis entièrement d'accord avec Brigitte là-dessus, ok, je prends ce qu'il y a de bon à prendre. Mais vous savez, la métaphore que je prends souvent de la vie, c'est que c'est la traversée d'un océan. Il est clair que si vous avez, allez, vous êtes une jeune quinca, mi-quinca, et si lui il a 30 ans, le bateau il est pas au même endroit sur l'océan. C'est ce que je vous dis, Brigitte, vous voyez ce que je veux dire? Et le bateau n'étant pas au même endroit sur l'océan, ça durera pas forcément 250 ans. Vous comprenez ce qu'on vous dit, Satina? Prenez ce qu'il y a à prendre. Mais ça peut durer 10 ans, je veux dire. Ça peut. Donc, j'en doute parce que vraiment, je le trouve. Mais non, mais comment c'est? Alors ça, c'est votre saboteur. Alors ça, c'est votre saboteur, j'en doute. Pourquoi vous en doutez? Si vous lui apportez beaucoup, ce qui a l'air d'être le cas. Puisqu'il a l'air d'être amoureux de vous, il a envie de vous voir, il a envie de vivre. Bon, vous lui apportez beaucoup, donc il va peut-être rester longtemps. Et c'est peut-être vous qui allez vous lasser. Et c'est peut-être vous qui allez. Alors voilà, ça c'est bien. Du tout, parce que j'ai tellement confiance dans tel écart, c'est improbable. Oui, mais non, mais ça. Je me dis que j'en profite aussi. Ben voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que vous en profitiez, Satinam? Pourquoi vous interdiriez d'en profiter? Pourquoi votre saboteur vous dit n'en profite pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le principe de plaisir qui existe, Freud l'a bien développé, vous voyez? Oui. Le principe du plaisir, mais en même temps, comme j'ai pas mal vécu des choses difficiles dans des fins de couple, quelque part, je me dirais presque, d'accord, je commence à tenir à cette personne, et oui, j'ai l'élan vraiment vers lui, et je le choix, quoi. Alors, peut-être que vous allez souffrir le jour où il vous quittera, mais au moins vous aurez pris ce que vous avez à prendre. Méfiez-vous juste s'il commence à vous demander de l'argent, méfiez-vous juste, parce que on est obligé quand même de vous prévenir de ce qui pourrait être négatif dans cette relation. Mais à partir du moment où vous vivez et que chacun apporte à l'autre quelque chose, quel est le problème? Et c'est vrai que ce qui nous rassemble là, c'est un chantier qui porte sur construire une arche. Et une arche, c'est le dessin d'un pont vers notre rive, quoi. Et il en a tout à fait lui qui l'a souligné. Il m'a dit, mais tu vois là, c'est pas pour rien que chez toi, je suis en train de construire une arche. Et toutes ces femmes qui m'ont fait souffrir parce qu'il a vraiment une affaire personnelle l'autre, genre une ancienne, la maman de leur fils qui est en justice, qui l'écrase. Il me dit, je crois que je dois changer de vision de la femme. Bon, donc visiblement, c'est une rencontre qui est, j'aime bien ce terme, c'est une rencontre pépinière, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous êtes en train de vous apaiser et de vous aider à grandir. Donc allez-y. Et vous savez, le choix du saboteur, Satinam, il est toujours que si on se sent dans peu ou prou une emprise. Une question que nous vous posons, c'est vous sentez-vous d'une manière ou d'une autre sous emprise ou pas, au bout de quelques semaines ou quelques mois? Non, pas du tout. Eh bien alors, elle n'est pas toxique. C'est pas le choix du saboteur alors. Non. Eh bien non. Alors continuez, comme vous dit Brigitte. Saboteur, on est dans l'emprise. Ouais, non, là, il n'y a pas d'emprise. Eh bien alors, c'est bon. Sur l'autre, de l'autre sur l'un. Ouais, c'est... Bon, vous avez le feu vert, allez-y. Et franchement, je suis contente là que Brigitte, parce que vous m'aviez aidé à quitter une relation toxique il y a 2 ans, 3 ans. Et ça m'avait calmé un petit peu et poussé à être plus sélective dans le choix de mes amours. Et pour autant, j'en ai pas eu.
Non, mais il fallait du temps. Vous savez, parfois, Faut un sas. on rencontre pas toujours. Parfois, il faut 2 ans, 3 Faut un ans, sas. 5 ans. Oui, voilà. Ou alors on se met avec un peu le Des premier sex qui friends. vient, et pourquoi pas. Hein, Ah, mais non. rencontrer des vraies bonnes personnes pour nous, ça se trouve pas tous les jours sous le paillasson. Hein. Sabot d'un cheval. J'allais dire ça, oui. C'est pour ça que j'ai cherché C'est une une autre belle expression. image. Merci en tout cas, Satina. Merci, Satina. Merci beaucoup de votre appel. On va continuer dans un instant. On va retrouver Isabelle qui a l'impression aussi de toujours choisir le même type de partenaire. Et on va voir si c'est en effet le cas. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Christophe Médici est avec nous et vous êtes donc là pour nous empêcher de nous laisser dominer par notre saboteur, ces petites voix intérieures qui nous guident pas où il faut. Et je précise d'ailleurs que vous faites 2 stages, l'un à Paris le 17 et le 18 janvier et l'un à Toulouse le 24 et le 25 janvier, où justement vous allez aider les gens à gagner en estime d'eux-mêmes et en confiance en eux. Isabelle, merci d'être avec nous. Vous avez l'impression d'être toujours avec le même genre de partenaire, je crois. Hein? Alors oui, avant j'étais. Ah, vous étiez. Bon. Oui. Ah, bonne nouvelle Voilà. alors. Ça, déjà, vous l'avez repéré et donc ça avance. Racontez-nous. Oui, ben c'est à force de travailler sur soi, c'est sûr. Après, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai fait de l'EFT. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à couper avec tout le genre d'hommes qui était répété chez moi, en fin de compte. Moi, Donc c'était surtout... des hommes avec qui vous n'étiez pas heureuse, en fait. Hein, on est bien d'accord. Non, parce que l'homme me trompait toujours. D'accord, vous étiez... Donc, il fallait trouver pourquoi. Donc, d'accord, vous choisissiez toujours un homme infidèle. Bon, ça parlait évidemment de votre propre histoire. Oui, tout à fait. Donc ça, vous l'avez Tout à repéré, vous avez compris, et du coup, vous ne choisissez plus des hommes infidèles ? Eh ben, non. D'accord. Mais voilà. Et est-ce que vous avez choisi un homme qui est bien ? Alors là, j'ai rien choisi du tout. Hein. J'ai tout arrêté, là. Mais j'espère que le prochain va être bien. Voilà. Ça fait Et combien de fidèle. temps que vous êtes seule ? Ça fait 1 an. Ouais, à peu près 1 an. 1 an, même 1 an et demi. Et j'ai arrêté, justement, parce que j'en avais marre. Et bon, après, on verra si ça a marché, mais je pense que oui, je vais plus être avec le même genre de personnes. Ça, c'est sûr. Est-ce que dans votre... Je ne sais pas ce que c'est EFT, donc... C'est l'Emotional Freedom Technique. C'est un Américain qui a créé ça, Brigitte, il y a une 40aine d'années, Craig. Alors, c'est tout un travail, elle va nous expliquer, Isabelle, qui fait que c'est du psycho-corporel. Vous voyez, je veux dire, on tape à différents endroits. Ça s'appelle aussi le tapping, Isabelle, n'est-ce pas ? Oui, Hein, on tape à différents points de son corps, vous voyez, D'accord. Brigitte, comme ça, puis on dit des phrases, n'est-ce alors, pas ? C'est des phrases. Parce que ce qui est important, bon, c'est très bien, hein, visiblement, vous avez identifié le genre d'homme que vous choisissiez, pourquoi, et est-ce que vous avez compris pourquoi vous choisissiez ce type d'homme ? Qu'est-ce que vous espériez réussir à faire avec ce type d'homme ? Parce que c'est ça la clé, hein, qui va vous permettre de vous libérer et de rencontrer un homme. Parce que si ça fait 1 an et demi que vous rencontrez plus personne, c'est qu'il y a quand même encore un petit travail à faire. Mais c'est moi, là, qui ne veux plus rencontrer d'hommes. Hein. C'est mon choix. Oui, voilà. mais vous n'avez plus envie de vivre avec quelqu'un. Non, c'est pas du tout ça. C'est que, voilà, maintenant, me dis, je vais... Non, voilà. Si je dois rencontrer Et quelqu'un... vous allez faire quoi alors ? Non, mais excusez-moi, je vous pousse dans vos retranchements parce que Oui. c'est important. Les mots vos mots nous permettent de découvrir où vous en êtes justement dans ce travail de la rencontre de l'autre. Donc vous avez envie de rester seul pour l'instant ? Non, pas du tout. Non, je veux rencontrer quelqu'un. Ah, ben c'est bien mais ça, Isabelle. Vous voyez, il y a ou le désir ou la peur. Vous voyez, c'est les deux faces d'une Parce même que là, pièce. vous nous dites blanc et noir en Oui, même vous nous temps. dites blanc et noir. À un moment, on a l'impression que j'ai plus du tout envie. Et là, il y a ou une peur et puis envie de prendre du temps.
Non, c'est que... Ok, voilà, j'ai donc laissé vous un êtes temps. sur le désir, d'accord. Vous êtes sur le désir Voilà. quand même. Et D'accord. aujourd'hui, non, oui, je veux rencontrer quelqu'un, oui, c'est sûr. Vous nous dites en une seconde non et oui. Hein. Je me permets de vous faire un miroir. Aujourd'hui, Alors, non, oui. pardon. Non, oui. Ah. Vous Non, venez non, de mais nous ne faire. vous excusez pas, c'est votre contradiction Vous êtes qui là-dedans. est tout à fait compréhensible. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur de retomber sur le même genre d'homme parce que vous n'avez pas réellement compris qu'est-ce qui se jouait dans cette répétition. Et c'est pour ça que je vous dis, votre thérapie, elle n'a pas été au bout. Vous comprenez ? Peut-être. Vous voyez, parce que quand on est tout le temps avec un homme infidèle, qu'est-ce qu'on a envie en fait ? Ah ben, de la fidélité. Et pourquoi ? Eh ben pourquoi ? Parce que nous, on est fidèles. Non, Et non, on- non. Vous voyez, c'est ça votre problématique. À mon avis, hein, encore une fois, c'est une hypothèse, c'est peut-être pas la réalité, c'est vous qui aurez votre réponse. Mais à mon avis, alors on peut tout de suite imaginer que c'est parce que votre père était infidèle ou parce que il y avait quelqu'un d'infidèle dans votre famille, etc., etc. Mais je ne pense pas que ce soit aussi simple, parce que si c'était aussi simple, vous auriez compris et vous seriez prête à rencontrer un homme et vous n'auriez pas peur qu'il soit à nouveau infidèle. Vous n'avez pas compris que vous avez certainement un problème dans la rivalité avec les autres femmes. Ah bon ? C'est-à-dire que je pense encore une fois que peut-être que vous n'êtes pas suffisamment sûr d'être la meilleure, vous n'êtes pas suffisamment sûr que un homme puisse vous désirer et ne désirer que vous. Et qu'il y aura toujours une autre femme peut-être qui sera en compétition avec vous. Alors c'est une piste hein, que je vous donne, vous en ferez ce que vous voulez. Mais Bien sûr. c'est important de comprendre que lorsqu'on choisit un homme infidèle, c'est pas forcément parce que tous les hommes sont infidèles pour nous. Ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment sûr que l'homme ne désirera que nous parce qu'on n'en vaut pas la peine. Et comme on fait une émission sur le saboteur Ah oui, aujourd'hui, alors là, d'accord. C'est vraiment typiquement le sale Là, saboteur, oui. Brigitte. Hein. Quand on pense qu'on ne mérite que ça et qu'on est, alors pour reprendre, je file votre discours que je trouve profondément juste, Oui. notoirement insuffisante ou partiellement insuffisante, c'est bien ce que vous dites, et que je le serai toujours insuffisant ou insuffisante, donc l'autre va partir ailleurs parce que l'herbe sera plus verte ailleurs, c'est ce que vous dit Brigitte Isabelle. Et en même temps, je rajouterai aussi que vous pouvez préparer le terrain. Vous savez, il y a un titre d'un oui, film... mais ce qui est important dans ce que je dis, et là parce que là vous repartez sur la question que l'homme va forcément avoir envie d'elle. Ça Ouais. veut dire que vous pourriez par exemple avoir eu une sœur qu'on a trouvée plus belle que vous. Vous pourriez avoir eu une mère qui s'est mis un peu en rivalité avec vous. Vous voyez, ça vient plus de quelque chose qui est en rapport avec le féminin qu'avec le masculin. Ah d'accord, moi je pensais que c'était avec le masculin. Mais c'est aussi avec le masculin, évidemment. Mais vous voyez, c'est toujours très complexe quand on choisit toujours le même partenaire et on a toujours tendance à prendre la première chose qui paraît évidente. Oui, oui, bien sûr. Et quand ça, alors, si c'est ça, eh bien, une fois qu'on a compris, on n'est plus empêtré dans ce problème. Mais si on continue à être empêtré dans le problème, c'est que c'est pas si évident que ça. D'accord. Et vous nous dites D'accord. que vous avez un désir de couple, on est d'accord ? Vous nous dites ça, que vous avez un désir Oui. de couple. Bon, ça c'est bien Bien déjà, sûr. Isabelle. Alors vous savez, il y a ce qu'on appelle, dans mon livre, Le couple haute qualité relationnelle, je dis toujours, faites un petit écrit tous les jours et écrivez d'abord, ce que vous, dans la conscientisation de vos attentes relationnelles, de votre amour qui va arriver, on vous le souhaite, Brigitte et moi, qu'est-ce que vous ne voulez définitivement plus ? Vous allez l'écrire. Et l'inverse, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant comme relation ? Vous voyez, parce que on parle d'un homme ou d'une femme, mais finalement, une histoire d'amour, c'est une relation, Isabelle. Et dans la relation, il y a des choses que vous pouvez désirer. Vous faites votre demande. Vous voyez ce que je veux dire ? Écrivez-le D'accord. pour être in the mood for love. Et il y a un dicton, Brigitte, que disent les Américains, il dit « fake it until you become it ». Fin-le avant de le devenir. Si vous vous mettez in the mood for love, c'est comme si vous étiez déjà amoureuse. Vous voyez, vous préparez le terrain D'accord. d'être amoureuse, D'accord. en état. Et là, il va arriver sûrement. Et puis, une dernière chose, vous savez, moi, j'avais Charles Genman qui avait toujours dit, après, c'est à prendre avec des pincettes, mais moi, j'y crois, ça, Brigitte. Quand on fait un travail sur soi, c'est pas si mal d'être avec quelqu'un qui fait un travail sur soi.
aussi, et pas avec un homme C'est qui bien fait dit, rien du tout. Surtout quelqu'un qui croit qu'il a rien à faire, parce qu'on a tous à progresser. Exactement. Parce que franchement, sinon, c'est plus difficile, n'est-ce pas, Brigitte, c'est plus difficile. Mais on n'a jamais fini de toute façon. Mais Isabelle, la vraie question qu'il faut vous poser, est-ce que vous vous sentez désirable? Ça, c'est un grand problème. Et ben voilà, vous avez la réponse. Vous comprenez? Eh bien, nous, on peut vous dire, vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous êtes adorable, mais vous me connaissez pas. Oui, mais vous connaissez. Mais vous. nous, on sait, Isabelle, que toutes les femmes sont désirables. Absolument. Et donc, on voudrait que tous les matins, vous vous leviez de bonne heure, en un seul mot. Et la personne que vous regardez dans le miroir, vous savez, dans la salle de bain, tous les matins, vous regardez quelqu'un, vous allez lui dire cette chose-là tous les matins. Je t'aime, Isabelle, je t'aime vraiment, tu sais. Mon Dieu, qu'est-ce que t'es désirable. 3 fois le matin avec une vibration positive. Si vous allez ça en tirant la gueule, non, il faut une émotion de sourire. Je t'aime, Isabelle, je t'aime vraiment, tu sais. Qu'est-ce que tu es une femme désirable. Vous allez le faire, Isabelle, vous nous écoutez? Vous allez le faire? Je vais essayer, mais j'y arrive pas. Non, vous allez le faire. Vous allez le faire. On veut plus de... Je n'y arrive pas. Quand on s'appelle... C'est votre saboteur qui se met à nous parler là. Hein, c'est votre saboteur. Hein. Bon, en tout cas, moi je vous conseille de réécouter en podcast tout ce qu'on vous a dit, parce qu'on vous a donné beaucoup de choses qui vont vous aider à vous sentir désirable. Allez, alors, la petite devinette avant les infos. Quel est le baiser le plus en relation avec les odeurs? Je sais. Vous savez, comme toujours, bien sûr, Christophe Médici. Alors, on fait une petite pause et on continue. Il y a Amélie aussi qui fait toujours pas les bons choix. On va essayer de comprendre pourquoi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. Vous êtes psychosociologue. Je vais y arriver. Et surtout, vous avez créé la HQR, cette haute qualité relationnelle, pour que justement on fasse taire notre saboteur. Et cette haute qualité relationnelle, on peut l'avoir avec soi-même et on peut l'avoir avec les autres. Mais pour ça, il faut avoir une bonne estime de soi. Vous pouvez aller faire ce stage à Paris avec Christophe Médici, justement, cessez de vous saboter pour vivre la vie de vos rêves. C'est le titre de ce stage. C'est le 17 et le 18 janvier. Et vous en faites un également à Toulouse le 24 et le 25 janvier. Pour vous inscrire, vous allez sur hautequalitérelationnelle.fr. Amélie nous a rejoint, mais je voudrais d'abord la devinette. Quel est le baiser le plus en relation avec les odeurs? Je le savais, mais ça m'a échappé. C'est le baiser esquimau, puisqu'on s'embrasse avec le nez. C'est les baisers des bouts du nez. C'est tout mignon. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Amélie, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Christophe et bonjour Brigitte. Bonjour Amélie. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien Amélie. Vous avez une voix adorable. Moi, j'ai l'honneur de suivre votre séminaire. Je suis venue spécialement, j'ai fait 600 km pour venir vous écouter. J'étais au Grand Rex. Vous étiez à la soirée sur la mélothérapie? Mélothérapie. Mais Brigitte aussi y était. Oui, c'était très... Oui, j'ai vu Brigitte aussi. C'était formidable. J'ai bien aimé. On est ravis de vous entendre. Et je précise d'ailleurs que pour le 24 décembre, on va faire une belle émission avec Fabien Lecuyevre et Christophe Médici. Et ce sera une émission où justement on évoquera la chanson et tout ce que ça apporte de formidable. Voilà. Alors Amélie, vous avez eu des hommes dans votre vie, mais ça a toujours été une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça a toujours été une catastrophe. Et donc, le terme de saboteur intérieur, ça me correspond tout à fait. Je vois tout à fait. Alors, je sais pas pourquoi. Il se passe que je m'attache toujours aux mauvaises personnes. Et je suis toujours convaincue que non. Et puis, le schéma se reproduit un peu beaucoup souvent. Alors, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire qu'on se sabote. Et pour moi, je pense que mon sabotage est dû à ma mère. C'est-à-dire que ma mère m'a tellement répété que j'étais pas désirable, que j'étais pas bien, que j'étais pas bien en fait, que je n'arrive pas et j'en fais trop. J'essaie de me faire pardonner le fait de ne pas être bien et j'arrive pas à sortir de ce schéma. Donc je me sabote. Enfin, je sais pas si je me sabote, mais j'arrive pas à modifier cette idée que je dois plaire parce que je suis pas bien et donc j'en fais des kilos parce que je dois compenser le fait que je suis pas bien. Voilà. Oui. Vous avez eu le sentiment de ne pas être aimé par votre mère parce que vous n'étiez pas bien. Et ça, c'est une croyance d'enfant. C'est pas un sentiment. C'est qu'elle passe son temps à me répéter, maintenant encore. J'ai 60 ans, elle passe son temps à me dire à 14 ans. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'est le problème de votre mère, c'est pas votre problème.
Votre mère, elle a le droit. Non mais je mets juste un peu de bon sens dans mon raisonnement. Votre mère, elle a le droit de vous trouver pas bien, de pas vous trouver, etc. C'est son droit, après tout, pourquoi pas. C'est un petit peu inquiétant pour elle, parce que c'est votre mère, mais bon, admettons. Mais vous, est-ce que quand vous regardez ce que vous avez fait dans votre vie, vous trouvez pas bien? En fait, je sais pas. Vous voyez, c'est à un moment donné, il faut mettre votre mère saboteuse un peu à la poubelle. Ce que vous dit Brigitte, Amélie, c'est que en fait notre saboteur, il a des alliés extrinsèques. Et parmi les alliés extrinsèques qu'il a, une des familles les plus importantes de ces alliés, ce sont les personnes toxiques pour nous. Et vous savez, on avait une ancêtre en 1992, une américaine, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les parents toxiques. Oui, on peut avoir un ou deux de nos parents qui ont été des parents rivaux. Visiblement, votre mère, elle n'est pas cool avec vous. On est d'accord, mais elle n'est pas cool. C'est normal que quand tout enfant, vous entendez pendant toute votre enfance quelqu'un qui vous dit, et en plus c'est votre mère, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien. Donc c'est normal qu'à un moment donné ça résonne en vous. Mais il y a maintenant, il s'agit d'être un petit peu rationnel et de vous dire, est-ce que je suis vraiment pas bien ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de bien ? Et est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie n'est pas bien ? Le problème, c'est que apparemment, les hommes que je croise sont d'accord avec ma mère. Donc, quelque part, je me suis toujours abandonnée. Donc, je me dis qu'elle doit avoir raison. Non, mais votre saboteur peut valider ça, Amélie, aussi. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'au fondement, on est co-auteur de notre histoire de vie. Finalement, alors, il y a une autre vision même encore plus. Et puis, moi, je ne rentre pas dans ce que vous venez de dire, Amélie, puisque vous nous avez dit au début de votre témoignage que vous choisissez toujours des hommes qui ne sont pas bien. Donc, vous le savez très bien que vous les choisissez pas bien. Déjà. Donc, voyez bien. Faites le bon casting. Puisqu'ils sont pas bien, ils vont forcément ne pas vous aimer comme il faut. En fait, c'est pas si évident. Je vous dis ça avec le recul, mais sur le coup, j'étais convaincue que c'était bien. Et j'ai choisi des hommes très Oui, différents. mais ça y est, là, vous avez arrêté de vous saboter. Vous avez pris conscience que vous les choisissez au départ parce qu'ils ne sont pas bien. Je ne sais pas, en fait. On me pose la question parce que quand même, j'ai des gens très différents. Alors, moi, je reviens à la question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Qu'est-ce que vous avez fait de bien dans votre vie ? Mon fils, c'est tout. C'est pas rien quand même. Et à mon avis, votre c'est tout, il est un peu court. Ce soir, vous prendrez une feuille blanche et vous tenterez de répondre à cette question, mais plus longuement, parce que là, on est en émission, on n'a pas le temps imparti. De quoi suis-je fier dans ma vie ? Au cours du stage, Brigitte, à un moment donné, au niveau 2, je leur fais ça. Mais bien sûr. De quoi êtes-vous fier ? Les 10 choses dont vous êtes le plus fier dans votre existence, Amélie, ce soir. Vous voyez ? C'est beau de se dire ça. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Oui, mais votre fils, bon, mais okay. d'autres choses. Mais est-ce que vous avez travaillé dans votre vie ? Je sais pas. Vous savez pas. Si, vous savez si vous avez travaillé ou pas, Amélie. N'essayez pas de vous défiler là, parce que vous avez envie de me montrer que vous n'êtes pas bien. Mais ça marche pas. Ça marche pas avec moi. D'abord, vous avez fait quelque chose de bien. Vous nous avez appelés. Vous avez su faire 600 km pour aller voir le spectacle de Christophe. Vous aviez envie de nous voir. Absolument. Vous aimez la chanson. Vous aviez peut-être participé à une émission que Brigitte et moi, on a fait les 2 autres années sur la mélothérapie. Vous savez ce qui se passe. Vous savez quel est votre problème, Amélie ? C'est que vous avez envie que votre mère continue à avoir raison. Et pourquoi vous continuez à avoir envie que votre mère ait raison ? Parce que vous avez envie qu'elle vous dise qu'elle vous aime. Mais elle ne vous dira jamais qu'elle vous aime et elle dira jamais que vous êtes quelqu'un de bien. Donc il faut arriver à accepter de renoncer à ces idéaux d'enfance. Et à partir de ce moment-là, votre vie, elle va prendre une autre couleur. Mais tant que vous êtes dans l'envie de continuer à donner raison à votre mère, vous n'y arriverez pas. Je peux vous permettre, puisque vous aimez la mélo, Brigitte, je peux lui dire quelque chose là-dessus. Bien sûr. Il y a une magnifique chanson de 2 femmes qui ont le même prénom que Brigitte d'ailleurs, qui s'appelait les Brigitte. Vous vous rappelez des Brigitte, Amélie ? Vous allez écouter, quand vous serez plus avec nous, vous allez écouter sur Internet une chanson qui s'appelle Mon intime étranger.
Mon Ah oui, intime d'accord. étranger des Brigitte, d'accord? Et là, c'est de la mélothérapie que je vous fais, parce que c'est exactement ce que vous dit Brigitte. Tant qu'on est dans la salle d'attente d'un amour qui viendra plus, parce qu'il aurait dû arriver à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et vous avez plus 3 ans, on est d'accord? Quand bien même vous en fait, à la vérité, vous n'en avez plus besoin de cet amour-là, Amélie. Vous voyez? Mon intime étranger des Brigitte. Vous l'écouterez, Amélie? D'accord, avec plaisir. Et Merci, vous, Christophe. franchement, écoutez-la plusieurs fois, ce qu'elle chante, Aurélie Saada, avec sa copine Brune, hein, mais c'est Aurélie Saada qui est quand même la génie du binôme. Vous savez qu'elle s'était appelée les Brigitte en honneur, entre autres, de deux Brigitte, notamment de Brigitte Lahaie. Ah ouais. Oui, et de Brigitte Bardot. Et de Brigitte... Bardot. Oui, mais il y en avait une troisième, Brigitte Fontaine. Et Brigitte Fontaine, des 3 Brigitte, Voilà. qu'elle considérait comme étant des femmes libres, au plus profond du terme, vous voyez? Absolument. Voilà. J'entends bien. Eh ben, on vous a donné le coaching dont vous aviez besoin. Et puis, ben, écoutez, réécoutez. Venez à un stage un jour. Venez à un stage un jour. Vous êtes dans quelle région? Dans le Gard. Ben, Dans venez le à sud de Toulouse. la France. Venez à Toulouse en janvier. Je vous fais 50%. Tiens, je vous offre, vous êtes une fidèle auditrice, je vous fais un cadeau. Je vous l'offre comme cadeau de Noël à 50%. Donc, Ah, c'est très gentil. Merci. Voilà. allez vous inscrire sur le site de Christophe, haute-qualité-relationnelle.fr, et puis vous lui signalez que vous êtes passé à l'antenne ce vendredi. Merci Amélie, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec notre rubrique C'est maintenant, et ça colle un peu avec votre thème de saboteur justement. Et ce sera Baya qui sera avec nous dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, vous savez, Christophe Médici, que dans ce moment de radio, c'est maintenant, j'offre aux auditeurs la possibilité de nous dire quelque chose de vraiment essentiel, de leur secret, hein, de leur moi Leur secret. vie secrète, Hein, dont je parlais tout à l'heure. Dont vous parliez tout à l'heure. Et je crois, Baya, que vous avez envie de partager ce moment avec votre enfant intérieur, c'est ça? Oui, bonsoir Brigitte. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Baya. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais dire au jour d'aujourd'hui, si ça peut aider les personnes, j'ai appris à écouter mon enfant intérieur et qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer ce qui est autour de nous. Mhm. Voilà, il faut apprendre à s'aimer soi-même parce que quand on s'aime soi-même, on attend moins les choses des personnes. Bah, Et on oui. est moins déçus aussi dans la vie, je pense. Oui, et puis Donc, on va donner ce qu'on a envie de donner, alors que quand on ne s'aime pas soi-même, on donne ce qu'on aimerait recevoir ou ce qu'on croit que l'autre a envie d'avoir. Et donc on est plus dans l'authenticité que devrait être la relation amoureuse à l'autre. Tout à fait, tout à fait. On se perd complètement et Et on ça est fait forcément plus mal. déçu puisque Et puis, comme dit la Bible, Baya, aime ton prochain comme toi-même. Donc, mieux je vais m'aimer, mieux dans une histoire d'amour, j'aimerai l'autre. Parce que finalement, on aime l'autre souvent comme on s'aime. Les gens qui aiment mal l'autre, ils s'aiment mal eux-mêmes. On est d'accord? Tout à fait. Et vous avez raison, ça me fait penser à cette phrase d'Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même, c'est la garantie d'être aimé toute sa vie. » Parce que la seule personne avec qui on est sûr de passer toute sa vie, Baya, c'est avec soi-même, on est d'accord? La relation, c'est toujours un pari, mais ça a toujours une durée de vie. Et comme on est co-auteur, on n'est pas à 100%, on tient pas toutes les rênes. Hein. Moi, j'ai été surpris, Brigitte, parfois dans des histoires d'amour, je m'attendais pas du tout à être quitté à ce moment-là. Je pensais pas que ça allait s'arrêter à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, Baya, hein? Oui, On est co-auteur, pardon, hein, on tient pas toutes les rênes dans une relation. C'est l'autre qui peut dire, écoute, c'est fini. Ah bon? Oui. Ah bon? Et puis ce qu'il y a de positif aussi, si on s'aime bien, malgré tout, quand on traverse une épreuve, on s'en sort mieux. Hein. Absolument, absolument. Parce qu'on a des fondations plus solides. Hein. Parce que s'aimer, c'est aussi se faire confiance, hein, c'est-à-dire se sentir capable de se sortir même de situations difficiles. Absolument. Et c'est croire en soi. On vous écoute, Baya. Et voilà. Et moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, à m'aimer moi-même. Et quand je me suis rendu compte de cela, ça va beaucoup mieux. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte qu'il fallait que vous vous aimiez vous-même un peu plus? Parce que j'ai eu des relations assez cycliques. C'était toujours le même cercle, toujours, que ce soit en amitié ou en amour, hein, toujours des déceptions grandes, comme pas possible. J'ai dit, aime-toi toi-même et arrête de t'infliger cela, quoi.
c'est ça. J'étais plus sauveuse qu'autre chose, en fait. Je me suis oubliée moi-même, en fait. Oui, mais bien sûr, vous étiez, oui. Ouais. C'est le beau livre de Hélène Vécali sur les sauveurs, qui est en fait quand on est sauveuse, on cherche, on a besoin d'être aimé. L'approbation. Bien sûr. Alors c'est très bien d'aider l'autre, mais de là à se sacrifier pour le sauver, Quand c'est sacrificiel, ce n'est pas bon du tout. Mais surtout que l'autre, personne ne peut changer personne. C'est un fantasme total. La seule personne qu'on puisse changer, c'est soi-même. Et comme dirait le poète, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. C'est toute une vie jusqu'à la seconde de sa mort. Mais l'idée de vouloir changer l'autre, non, on peut être co-auteur de la relation et la faire évoluer, la relation, oui. Parce que là, on a une co-responsabilité. Vous voyez, Baya, dans une relation, on peut l'embellir, l'améliorer. Oui, on peut l'améliorer. Voilà. La relation. En fait, et ce témoignage que je suis aujourd'hui, c'est que je m'assume, je ne donne plus de pseudo, j'ai donné mon vrai prénom. Ah, c'est joli ce que vous dites. Ah ben là, authenticité. Vous cultivez l'authentique, comme dit Pagnol. Oui, il faut cultiver tout cela. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a aidé à vous aimer vous-même, justement, Baya ? Justement, parce que je suis une personne à part entière et l'amour, je dois me le donner à moi-même parce que j'ai beaucoup souffert de cela en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescente. Et à un moment donné, mon conscient me dit stop, aime-toi toi-même. Parce que c'est facile. Je n'ai pas écouté mon enfant intérieur, en fait. Pendant vos besoins, donc vous avez découvert vos désirs, vos besoins. Mes besoins, ce que je ne veux plus. Accepter. C'est cela. Ça me permet de... Et vous avez appris à dire non aussi, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup. Et puis la chose importante aussi, c'est de s'accepter. C'est-à-dire d'arrêter de ne pas aimer son physique, de ne pas aimer, je sais pas, ses origines, de pas aimer, enfin, je veux dire n'importe quoi. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce qu'ils ne pourront de toute façon pas changer. Alors là, on part déjà sur un mauvais cheval. Et Brigitte, ça fait penser à la sagesse stoïcienne, ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il dit Marc Aurèle dans le manuel d'Épictète ? L'être humain, femme ou homme, accompli est celui qui a la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas changer, le courage de changer ce qui peut changer, et la lucidité de faire la distinction entre ce qui est dans le 1 et dans le 2. Que tous les auditeurs entendent cette sagesse stoïcienne. C'est fort, le stoïcisme. Magnifique. C'est magnifique, n'est-ce pas, Baya, cette sagesse. Je l'écoute beaucoup. Ça m'a pris énormément aussi. Oui, mais c'est drôle parce que Didier Pleu, mercredi, où on faisait une émission sur le bon sens, a cité aussi cette... Elle est magnifique, cette phrase du manuel d'Épictète. Elle est tellement juste. Tellement juste. Et c'est une des plus belles phrases, moi qui en ai des millions, vous le savez, Brigitte, de phrases que j'ai offertes à ma mémoire. C'est une de mes préférées. Oui. Mais oui, mais c'est évident parce que quand on ne s'accepte pas vraiment tel qu'on est, on est forcément toujours un peu malheureux, quoi. Alors bon, il y a des choses qu'on peut changer avec la chirurgie esthétique, on peut changer quelques petits trucs, mais c'est comme toutes ces femmes ou ces hommes d'ailleurs, parce que c'est pareil. Quand je dis ces femmes, c'est parce qu'on entend plus souvent ça du côté féminin, qui n'acceptent pas de vieillir et qui disent oh non, je fais pas mon âge. C'est totalement ridicule. Il faut accepter la réalité, quoi. Oui, c'était pas j'ai décidé de m'aimer moi-même. C'était pas un souci de physique en fait. C'était ma façon d'être, ma façon d'interagir avec les personnes en fait. Ouais. Oui, et puis il faut accepter aussi ces petits travers, ces défauts. Il faut en rire, il faut s'amuser avec ces défauts. C'est pas grave. Tout à fait. On a tous on n'est pas parfait. Imparfait. Mais vous savez, comme la perfection n'est pas de ce monde, moi je dis toujours à mes stagiaires, n'oubliez jamais, fait est toujours mieux que parfait. Parce que parfait, de toute façon, ce n'est pas possible. Ça, c'est une croyance du saboteur, Brigitte, que les gens ont parfois, le soit parfait, soit parfaite. Et qui sont jamais heureux d'eux-mêmes, parce que c'est jamais parfait. Vous sentez, Baya, ce que je veux dire ? Ça n'existe pas. Voilà encore une croyance du saboteur. En voilà une. Alors, quel conseil vous donnez, Baya, à ceux qui nous écoutent Le conseil que je donne, c'est d'écouter son enfant soi-même, son propre enfant intérieur, de se donner soi-même ce que nous, on n'a pas eu en tant qu'enfant intérieur, en fait. Oui. C'est pas de distribuer à tout va, c'est donner des petits moments pour soi-même pour aller mieux. Et qu'est-ce que vous vous êtes donné
justement, qui vous a fait du bien? Du temps pour moi, mes besoins, je les écoute. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais pas me forcer, pas envie. Par exemple, on me demande de faire quelque chose pour une autre personne, je vais dire non, tout simplement. J'ai appris à dire non, en fait. Et est-ce qu'il faut aussi s'autoriser, parce que ça j'ai remarqué que c'est encore quelque chose d'un peu difficile, c'est s'autoriser aussi de s'acheter la petite chose qu'on a envie, même si c'est un petit peu... voilà. Il y a des petites choses comme ça aussi, s'autoriser les petits plaisirs rien que pour soi. Tout à fait, oui. C'est pas encore... C'est les petits bonheurs, Brigitte. Oui, il y a une chanson de Thomas absolument. Dutronc qui est magnifique d'il y a quelques mois qui s'appelle Les petits bonheurs. C'est ça, et les oui. petits bonheurs, c'est chaque jour. Je m'achète mon bouquet de fleurs, je m'achète mon petit gâteau. D'abord, c'est pas petit, j'aime pas le mot petit. Mais des bonheurs, des micro-bonheurs, des micro-bonheurs, des micro-bonheurs. Cela dit, il y a une très jolie chanson qui est très ancienne, mais qui s'appelle Le Petit Bonheur. C'était un petit bonheur que j'avais rencontré. Il était tout en pleurs sur le... Ah, très jolie chanson. Qui chantait ça? Faudra demander... Oui, enfin... On demandera à la réal. Qui chantait Le Petit Bonheur? Un Canadien, je crois. Oui. Je crois Très belle chanson, Le Petit Bonheur. On va essayer de trouver ça avant la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maya. C'est toujours un plaisir de vous avoir en antenne. Eh ben, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est génial ce que vous faites. J'ai tellement appris de choses dans les émissions. C'est super. Et j'apprécie le cadeau que vous m'ayez donné, votre vrai prénom. C'est une... C'est un cadeau que j'entends avec tout ce que ça signifie. Merci Baya. Au revoir Baya, on vous embrasse. Bonne continuation, au revoir. Eh bien, on va continuer avec le sexo-conseil du jour. Comment connaître la taille du pénis? Eh bien, il y a une petite astuce, je vous la donne dans un instant. Vous savez ça, vous? Moi, je sais tout, vous savez bien. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien alors, on n'a pas notre petit bonheur? Qu'est-ce que c'est que ça? On voulait notre petit bonheur. Ah, mon Dieu, que de souvenirs. Il était tout en pleurs sur le bord du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Félix Leclerc, Brigitte. Monsieur, ramassez-moi. 1822. Amenez-moi. Mes frères m'ont oublié. Allez, on va pas... On va pas écouter toute la chanson. Ce sera pour le 24 décembre. Le 24 décembre, on fait une belle émission là-dessus, sur les chansons. Oui, je crois, Avec vous avez Luc. raison. On va remettre cette chanson le on en 24 parlera, décembre pour que tout le monde Soir de passe Noël, un soir de enfin, Noël voilà. merveilleux. Non mais c'est vrai, c'est tellement important. Vous savez que je suis en train j'ai terminé un livre sur le bonheur, Mais justement. c'est une super idée, ça. Parce que j'en ai marre d'entendre tous ces gens qui sont pas heureux. Oui, mais et puis l'époque en a besoin. J'ai mis du temps à l'écrire parce que c'était pas simple. Bon, bref. Ah bravo, et ça sort quand? Ça, je sais pas. Pour 2026. l'instant, je suis en train bon, bref. On va donner quand même quelque chose de très, très, très important pour toutes les femmes qui nous écoutent. Cette petite astuce pour connaître la taille du pénis. Alors, bon. C'est pas mal, parce que j'ai un peu d'expérience et j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, bref, ça reste une vraie question, vous êtes d'accord, Combien de femmes ont cette surprise au moment de se retrouver au lit, de voir que leur futur amant est peut-être trop mal monté ou trop bien monté, enfin bref. Alors, comment savoir avant? Alors, il y avait une théorie sur le nez. Plus on avait un grand nez, plus etc. Alors ça, c'est totalement faux. En revanche, il y a le thème astral qui est assez révélateur. Moi, je suis astrologue, comme vous le savez, Christophe, mais bon, on va pas demander le thème d'un homme avant d'aller au lit avec lui. Et donc, il y a un autre secret dont parle une sexologue, et a priori, c'est une sexologue américaine. J'avoue que ça semble assez crédible, donc je vous la révèle. Il semblerait que la distance... Vous me regardez attendez, tout à on fait est tous étonné. pendus à vos lèvres. J'espère bien. Donc, je sais plus où j'en suis. La distance comprise entre l'extrémité de l'index et la base de la paume de sa main correspondrait à la longueur de sexe en érection. Ça fait ça. Oui, ça fait ça, absolument. Vous êtes à peu près d'accord, Christophe? Attendez, allez me chercher un décimètre. Non, vous n'allez pas vous mettre... Bref, alors c'est peut-être à vérifier, mais
je crois que c'est assez juste. En attendant, ça rend les trajets dans les transports en commun plus intéressants. Hein, si on a quelque chose à faire, ça évitera de tout le temps être sur son smartphone. Cette émission, tout le monde va regarder les paumes des mains des hommes. Si vous êtes dans les transports en commun tout à l'heure, tu peux montrer ton index, s'il te plaît. Et que vous voyez qu'on vous regarde entre les jambes et qu'on vous regarde la main, vous saurez pourquoi. Vous saurez que c'est quelqu'un qui écoutait Sud Radio cet après-midi. Voilà. Bon, en tout cas, on va quand même conclure avec ce petit mot. Ce qui est plus important que la taille, c'est quand même la manière dont il s'en sert. Et ça, je vous assure que j'ai vérifié et que c'est vraiment très, très important. Donc parfois, on se contente de ce qu'on a. Si c'est bien s'en servir, ça ira très bien comme ça. Voilà. Alors, vous avez encore une toute petite chance de gagner ce jeu de loi de passage du désir. Vous pouvez vous inscrire par SMS. C'est un jeu de loi qui, évidemment, fait monter la température de votre libido. Vous vous inscrivez, Brigitte, au 7 20 18. Dans quelques instants, le tirage au sort aura lieu. Et puis, on va parler d'un roman qui est assez intéressant parce que il m'a eu l'auteur. Merci d'être avec nous, Julien Sandrel. Bonjour. Bonjour. Ça s'appelle Le jour où Rose a disparu. C'est aux éditions HarperCollins. Alors, mardi, c'était la journée mondiale contre la violence faite aux femmes. Vous vous êtes beaucoup inspiré, j'imagine, de ce sujet pour écrire ce roman. Oui, tout à fait. Oui, c'est un roman qui prend racine dans mon envie de parler des violences faites aux femmes, parce que je pense qu'on est vraiment tous concernés. Les chiffres sont vertigineux, 300 000 femmes chaque année, une femme sur 10 à l'échelle d'une vie. Là, encore récemment, on entendait qu'on en est à plus de 150 féminicides en France depuis le début de l'année. Et moi, j'ai une fille de 13 ans et je peux pas me résoudre à ce qu'on continue à détourner le regard assez massivement de cette question. Et donc, j'avais envie vraiment de prendre la parole sur ce sujet, d'autant plus qu'on n'entend pas beaucoup les hommes sur cette question des violences faites aux femmes. Et moi, je pense qu'il faut que les hommes changent de posture et qu'il est temps que les hommes disent « Moi, je vous vois, je vous crois et je me tiens à vos côtés parce que moi aussi, j'ai envie que les choses changent. » Alors dans votre livre, il y a les deux grandes violences faites aux femmes. La première, on vient d'en parler, évidemment, c'est ces hommes violents, capables de tuer leur partenaire, de retourner même parfois pour la tuer parce que elle l'a quitté, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose de véritablement toxique. Et puis il y a cette autre violence faite aux femmes dont on parle finalement assez peu, qui est l'excision. Oui. Et donc il y a vos deux héroïnes. La première, on pense qu'elle va peut-être finir par mourir à cause de son compagnon, hein, je ne révèle pas toute l'histoire, et l'autre, Aïda, elle, a été excisée, et ça c'est une violence encore plus terrible, parce que c'est une violence qui est due entre femmes, puisque c'est souvent on sait qu'en France, je crois que c'est 10 000 femmes encore qui sont excisées chaque année, hein, je crois. Je ne sais pas combien chaque année, mais c'est 140 000 femmes qui vivent en France en ayant été excisées. Donc oui, effectivement, dans mon livre, il y a vraiment deux héroïnes. Donc on a Rose d'un côté qui se réveille amnésique à Bruxelles en ne sachant pas ce qu'elle a vécu, et elle doit enquêter sur sa propre vie en se fiant à une sorte d'inscription un peu étrange sur sa propre hanche, avec un nom et un numéro de téléphone à moitié effacé. Et de l'autre, on a Aïda, donc qui elle est soignante à la Maison des Femmes de Toulon, qui est un lieu donc de soins et de reconstruction et d'accompagnement de femmes victimes de violences. Et Aïda, effectivement, a été elle-même victime de mutilations génitales. Et pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet-là ? Parce que justement, pour préparer ce roman, j'ai rencontré énormément de personnes dans les maisons des femmes, dans les structures maisons des femmes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans chacune des maisons des femmes, il y a une unité qui est spécialisée de reconstruction ou en tout cas accompagnement de femmes qui ont été victimes de mutilations génitales. Et c'est 2 millions de petites filles chaque année qui sont excisées dans le monde. C'est une douleur extrême, et puis c'est une douleur ensuite psychologique pendant oui, et puis toute sa vie. C'est une atteinte à la possibilité d'avoir une sexualité normale. Enfin, ouais. Même si aujourd'hui, grâce à Pierre Foldès, d'ailleurs, rendons lui hommage, on peut réparer, mais réparer, c'est quand même réparer. Hein, voilà. Et donc Aïda, dans cette maison des femmes, elle rencontre ce fameux Romain. Alors au début du roman, on ne sait absolument pas qui il est. Donc c'est pour ça que je disais, il y a un petit côté. Alors c'est pas du tout policier votre roman, mais il y a un petit côté comme ça policier. Et c'est ça qui rend le roman tout à fait intéressant. Christophe, je sais que vous adorez lire aussi. Ah oui, je suis féru de romans. J'aimerais bien le lire.
lire votre... Quelles sont vos inspirations? Quels sont les romanciers qui vous ont aimé, que vous avez aimé? Vous êtes un littéraire de formation peut-être? Non, pas du tout. Moi, je suis scientifique à la base. Ah bah tiens. Ouais, je suis de formation scientifique. À chaque fois que j'ai eu des velléités de partir en littéraire, on m'a dit mais pas du tout. Tu es bon en sciences, fais des sciences. Vous êtes un lecteur. Vous avez lu beaucoup de romans. Mais je suis un grand lecteur. Et quand j'étais petit, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, je disais écrivain ou metteur en scène. Mais je me suis reconnecté à cette envie seulement quand j'avais autour de 35 ans. Ouais. Et depuis, j'écris. Et mes sources d'inspiration, alors c'est notamment... alors c'est marrant ce que vous dites parce que j'ai des lecteurs qui ont lu le roman et qui viennent me dire en fait ce que vous avez écrit c'est une sorte de thriller lumineux. Et je trouve que c'est assez juste parce qu'il y a ces mécaniques de thriller qui tiennent en haleine et en même temps on est quand même du côté de l'espoir et de la reconstruction d'une certaine façon. Et donc les inspirations, moi quand j'étais ado, j'ai beaucoup lu Agatha Christie. Ah ben voilà. J'aime beaucoup Agatha Christie. Ouais, mais en même temps, il y a un côté scientifique dans le roman policier finalement, je trouve. Oui, dans la construction, parce qu'il faut que ça tienne, quoi. Ouais, Il faut que ce soit cohérent. Exactement. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ça. Il y a de l'horlogerie, c'est clinique. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a quand même tout un travail de construction, effectivement. Il y a surtout sur un roman comme ça qui justement a des rebondissements, etc. Il faut quand même avoir en tête une structure. Alors j'ai pas lu votre premier roman, La Chambre des Merveilles, mais qui a été un grand succès. Hein. Ah, vous étiez l'auteur de La Chambre des Merveilles. Oui, ah, ça a cartonné, Brigitte, ça. Oui, je sais. J'ai lu le dossier de presse quand même, j'essaye de faire mon boulot. Et ça a été traduit en 27 langues. Donc là, voilà. Ouais. Donc vous étiez, et je crois que vous avez déjà dépassé les 20 000 exemplaires, il me semble. Hein, j'ai reçu un. Sur celui-ci, oui. Oui, donc on voit bien que vous sur êtes. Sur La Chambre des Merveilles, beaucoup plus, oui. Ça marchait. Oui, mais il vient de sortir là, le jour où Rose a disparu. Oui. Et vous avez une fan base maintenant, comme on dit en anglais. Donc vous avez des gens. Si vous êtes venu une sorte d'Amélie Nothomb en tout cas, j'ai la chance que les lecteurs me suivent et qu'ils me suivent surtout quels que soient les thèmes que j'aborde parce qu'effectivement c'est ça le succès d'un comme écrivain. Musso, comme tout ça, à la limite à un moment donné quand on commence à avoir une fan base. Ne comparez pas à Musso, s'il vous plaît. Musso est très suivi, Brigitte est très lu. J'ai le droit de dire juste. Je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas dit que j'étais fou de Musso, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très lu. Voilà. C'est vrai. Bon, on va faire une petite pause et puis on va revenir sur ce roman parce qu'on peut dire beaucoup de choses qui vont aussi intéresser les gens qui nous écoutent. Et puis on est dans le cœur du sujet puisque nous on parle toujours d'amour. On parle du saboteur aujourd'hui justement et Rose quelque part, oui, son saboteur fait du sale boulot puisqu'elle se met avec un homme qui s'appelle Léon et qui est quand même un vrai pervers narcissique aussi. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous et je rappelle une dernière fois vos 2 stages, c'est bientôt, hein, c'est en janvier. Vous en faites un à Paris le 17 et le 18 janvier, vous en faites un à Toulouse le 24 et le 25 janvier. Cessez de vous saboter pour vivre la vie de vos rêves. C'est bien sûr sur hautequalitérelationnelle.fr que vous pouvez vous inscrire. Alors Julien Sandrel est avec nous pour ce roman, c'est le quelième déjà C'est le 8e. 8e déjà. Le jour où Rose a disparu aux éditions HarperCollins. Et justement, je le disais juste avant la pause, Rose, elle a quand même un vrai saboteur parce qu'elle se met avec un homme qui est un pervers, quoi. Oui, en fait, ce qui m'intéressait avec le personnage de Rose, c'est de décortiquer un petit peu la mécanique de l'emprise. Parce que c'est vrai qu'on entend encore malgré tout aujourd'hui, parfois, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie dès le premier coup ? Parce qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Si une femme se recevait une gifle dès le premier rendez-vous, a priori, effectivement, elle partirait. Mais d'abord, elle irait pas avec. Exactement. Donc, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Et l'emprise, c'est vraiment quelque chose d'insidieux qui s'installe dans le temps. Et ce que vit Rose avec cette relation avec Léo, c'est effectivement la mécanique d'emprise avec de la surveillance, avec. Et ce qui est très juste dans votre roman, Julien Sandrel, c'est que Rose, au moment où elle rencontre Léo, elle est en position de victime, elle est affaiblie puisqu'elle a eu un accident, hein, et elle rencontre le chirurgien, et donc les prédateurs de toute façon ils choisissent toujours des victimes, et on est choisi quand on est dans des moments comme ça, et c'est une belle personne parce que les prédateurs choisissent aussi toujours des belles personnes. Donc vous avez un petit peu quand même étudié ça, j'imagine. Oui, en fait, ce que j'ai fait pour préparer ce roman, c'est que j'ai rencontré énormément
énormément de personnes dans ces structures des maisons des femmes, justement. D'accord, qui vous ont raconté leur histoire. Exactement. Donc en fait, pourquoi la maison des femmes ? Parce que il se trouve que l'année dernière, j'ai réalisé un documentaire sur l'actrice Alexandra Lamy, que je connais bien puisqu'elle était donc l'héroïne du film adapté de mon premier roman, La Chambre des Merveilles. Et Alexandra est très engagée contre les violences faites aux femmes. Et je l'ai accompagnée dans l'inauguration de la maison des femmes de Montpellier. Et à cette occasion, elle m'a présenté la docteure Rada Hatem, qui est la fondatrice de la première maison des femmes en France, qui se situe à Saint-Denis dans le 93. Et Rada, quand je l'ai rencontrée, déjà la première chose qu'elle m'a dite, c'est ce serait super si tu prenais la parole parce qu'on n'entend pas beaucoup les hommes sur cette question. Et par ailleurs, elle m'a ouvert grand les portes de la maison des femmes de Saint-Denis et par ricochet de toutes les maisons des femmes en France et en Belgique, puisqu'il en existe une trentaine de structures aujourd'hui. Et j'ai pu rencontrer comme ça quasiment une cinquantaine de personnes, donc à la fois des victimes, des soignants de tout type de métiers, de professions, infirmiers, sages-femmes, psychologues, psychiatres, gynécologues, et aussi des bénévoles, parce qu'il y a toute une partie de reconstruction qui passe aussi par la reconstruction de l'estime de soi. Bien sûr. Souvent, les femmes qui ont subi des violences ont une très faible estime d'elles-mêmes, et parfois juste le simple fait de faire un atelier de création, un atelier de jardinage, de slam, etc., peut être vrai. Alors, c'est pas du soin, mais c'est de l'accompagnement qui permet de se reconstruire aussi. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas tomber non plus dans cette tendance actuelle où il faut tout le temps aller en thérapie. Je veux dire, simplement réaliser quelque chose de bien, ça redonne confiance et ça augmente un peu notre estime de nous-mêmes. En tout cas, c'est complémentaire. Oui, enfin, c'est pas tout le monde n'est pas capable non plus ou n'a pas les moyens d'aller en thérapie, en plus. Donc, et ça ne parle pas à tout le monde. Oui, moi j'ai des stagiaires, je suis un homme de la formation et du coaching, et les gens ont plus parfois, pour certains, besoin d'une formation, d'être plus sur le comment ou d'un coaching. C'est pas pour eux, ils sont, comme dirait Brigitte, ils sont pas cortiqués pour. D'autres oui, et d'autres pas. Mais c'est pas pour rien qu'ils vont peut-être, eux, avec cette voie-là, résilier. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Il existe plusieurs voies pour arriver en haut de la montagne, mais arriver en haut, tous contemplent la même lune. » C'est beau, hein? C'est qu'il n'y a pas qu'une voie pour arriver en haut de la montagne et voir le soleil. Ce qui est bien dans ces structures type Maison des Femmes, c'est que justement, les femmes qui arrivent sont accueillies sans préjugés. On ne va pas leur imposer une thérapie, par exemple. Mais donc, oui, on va justement les écouter et on va ensuite les guider vers ce qui va leur correspondre le mieux pour pouvoir surmonter ça, pour pouvoir surmonter cette épreuve et les accompagner. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit dans votre roman Le jour où Rose a disparu, Julien Sandrel, que vous avez été sur le terrain, c'est-à-dire que ce que vous racontez, moi je connais un petit peu quand même tout ça, ça semble vrai, quoi. Et c'est important parce que parfois dans les romans, il y a beaucoup d'imagination et on est un peu loin de la réalité. Tandis que je trouve que votre roman, pour les femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être actuellement dans l'emprise, et malheureusement il y en a qui nous écoutent et je sais qu'elles sont dans l'emprise, puisque de temps en temps j'ai un témoignage de quelqu'un qui me dit que grâce à votre émission, je me suis rendu compte que j'étais dans une emprise. Donc là, je leur dis, lisez ce roman, lisez Le jour où Rose a disparu, parce que ça vous permettra peut-être d'avoir un déclic qui va vous permettre de partir. Parce que le problème, et on le voit dans votre roman, pour quitter un homme toxique, c'est pas simple, parce qu'il a fait le vide autour de nous, parce qu'on est dépendante. Si en plus on a des enfants, on est coincé. Enfin, c'est toute la difficulté de quitter. On peut pas comme ça prendre son sac et partir. Tout à fait. Ça prend du temps et on a besoin d'être accompagné dans un chemin comme ça. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'avais à cœur vraiment, dans ce roman-là en particulier, d'être extrêmement juste dans les termes et dans les mots. C'est pour ça qu'il fallait que je rencontre beaucoup de personnes, parce que je voulais pas, même si c'est une fiction, je voulais être ancré complètement dans la réalité. Et les conversations, par exemple, qu'une patiente peut avoir dans une consultation avec un médecin, je voulais que les mots qui sont utilisés par le médecin pour faire prendre conscience à cette patiente que ce qu'elle est en train de vivre n'est pas normal et qu'elle peut réagir, soient les bons et soient ceux qui sont utilisés dans la pratique. Mais ce que vous savez certainement, Julien Sandrel, c'est que la plupart du temps, quand une femme est avec un homme violent et qu'elle est en thérapie et que le thérapeute lui dit il faut le quitter, elle quitte le thérapeute. Oui. Donc votre livre peut être un déclic, parce que là, elle va lire le roman et puis peut-être que l'histoire de Rose ou d'Ophélie, celle qui était avec Léon avant, on va dire ça comme ça, ça va peut-être lui parler. Et là, son esprit va faire tilt.
J'espère. En tout cas, c'est vrai que moi, je crois profondément que les lectures et notamment les romans peuvent arriver à faire changer les consciences. Totalement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est parfois une phrase, c'est parfois un roman, exactement, un film qui nous fait avoir l'étincelle dont on a besoin. Ouais, un déclic. Et justement, si en lisant ce roman, il y a une femme ou même un homme qui peut prendre conscience parfois de ses propres comportements ou de comportements toxiques qu'il peut avoir autour. Ça, j'y crois pas beaucoup. En revanche, il y a quand même des hommes qui subissent des violences. Ça arrive, hein. Et il y a quand même des hommes qui sont tués tous les ans en France, il faut aussi le rappeler. Il y a des femmes toxiques. Même si c'est beaucoup moins, évidemment. Il y a des femmes toxiques. Oui, ça existe aussi. Puis il y a des hommes, effectivement, c'est 98% de femmes, mais il y a quand même 2% d'hommes. Oui. En tout cas, merci d'être venu nous le présenter, ce roman, Julien Sandrel, Le jour où Rose a disparu. C'est aux éditions HarperCollins. Ça peut être un joli cadeau. Je veux bien le lire, moi, Brigitte. Oui, je vais vous le donner. Vraiment. Ça peut être parce que j'avais lu le premier, je trouve que c'est un excellent romancier. Oui, mais je confirme. Ouais. Je vais vous le donner. Et en tout cas, ça peut être un joli cadeau de Noël. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et lundi, justement, on sera avec Bruno Clavier. On va parler d'autres violences. On va parler des abus sexuels durant l'enfance et on va essayer de se poser la question pourquoi les enfants ont tant de mal à en parler avec leurs parents, parce que on sait que quand en plus ils ne peuvent pas en parler avec leurs parents, c'est une double peine. On abordera tout ça avec Bruno Clavier et malheureusement, comme souvent, on aura beaucoup d'appels parce que c'est aussi un sujet très très important et je trouve que les féministes sont un petit peu parfois à côté de la plaque.